Mais d'autres ont choisi de braver la dictature en continuant de dénoncer les cruautés du système dans leur rapport. Au moins dans ces secteurs, les gens ont encore envie de faire bouger les lignes en prenant continuellement le risque de dénoncer les mal profonds d'un système aussi cruel que celui qui dirige la RDC actuellement. Au vu de toutes ces formes d'oppression exercée par le pouvoir sur la population, de l'autocensure de la presse nationale, l'unique espoir pour parer à cette situation résiderait dans une existence forte et affirmée des ONG de défense des droits de l'homme. Mais parfois, pour des raisons idéologiques aussi, les défenseurs activistes des droits de l'homme en RD Congo cessent de parler d'une seule voix. Ceci est le cas que nous avons vécu depuis plus de 10 ans dans une affaire qui nous occupe, qui nous oppose à d'autres collègues des droits de l'homme. Je crois que vous avez certainement entendu parler de l'affaire des disparus du Bichou. Il y a d'autres qui disent on a tué, d'autres qui disent on n'a pas tué. Voilà. Ce genre de situation nous empêche de travailler en confiance les uns à côté des autres, dès lors que vous êtes déjà en conflit entre vous, activistes et défenseurs des droits de l'homme. Et le pouvoir a besoin de cette division dans votre corps. Mais les gens ne l'ont jamais compris. Notre pays a besoin de tous ses fils et de tous ses fils en ces temps difficiles pour faire face à notre ennemi commun qui est l'injustice. L'injustice dirigée contre la population. C'est une injustice qui est générée par le pouvoir qui est censé protéger la population. Et voilà qu'aujourd'hui, un autre débat est lancé au sujet de la modification de la Constitution pour donner la possibilité au président actuel de briguer un autre mandat. Donc, pour qu'il reste encore quelques années de plus président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à mon point de vue, le pays n'a pas besoin seulement d'un président qui soit élu pour 5 ans sur la base d'un certain programme. Mais nous avons vraiment besoin d'un président qui puisse donner à notre peuple une identité et une fierté dont lui-même en serait le modèle, en serait aussi le symbole. Et c'est ça qui manque cruellement à notre pays actuellement. Bref, un président qui observe à la lettre le gars du pays. C'est qu'on ne voit pas tous les jours. Nous pouvons être libres sans les autres. Voilà pourquoi nous souhaiterions que les autres comprennent. Parce que la plus chère des libertés, c'est celle qui nous libère de la peur. Je crois que certains, parmi nous au pays, j'ai entendu parler le secrétaire général de la FIDH, de beaucoup de choses des droits de l'homme, parce que nous avons vécu beaucoup de choses ensemble dans notre pays. Vous devriez savoir que la communauté internationale dans notre pays, s'il faut encore parler de la communauté internationale dans notre pays, parce qu'il faut dire des choses, cette communauté représentée par la MONUSCO, elle n'est pas derrière la population du Congo. Elle est derrière le pouvoir en place. Parce que quand on suit les informations qui sortent de la MONUSCO au Congo, de la rébellion qui attaque le Congo, surtout des troupes qui viennent du Rwanda, ils vont tout le temps vous dire que c'est des Interahamwe. Vous savez, quand on parle des Interahamwe, vous savez ce que ça veut dire? C'est le Rwandais Hutu, qui ne sont pas au pouvoir au Rwanda. Donc ce n'est pas Kagame qui attaque le Congo. Et ces informations sortent de la MONUSCO, qui a plus de 17 000 hommes, le plus grand contingent des Nations Unies depuis que les Nations Unies ont été créées. Mais ils sont incapables d'arrêter le massacre que nous vivons dans notre pays. Ils sont incapables d'empêcher le pouvoir en place de tuer les journalistes. Ils sont incapables d'empêcher le pouvoir en place d'intervenir quand on tue les activistes et défenseurs des droits de l'homme. Et pour ceux qui comprennent, ils savent bien que la MONUSCO, à chaque fois qu'il y a élection, elle n'est pas à côté de la population. Elle est à côté du pouvoir. La MONUSCO accompagne
tout ce qui arrive dans notre pays, de manière à ce que le peuple ne puisse inquiéter le pouvoir en place. Il faudrait bien qu'on se le dise. Parce que c'est ça le problème dans notre pays. Le peuple congolais aujourd'hui est abandonné à lui-même. Il doit se battre contre toutes les forces sous le territoire congolais, voire même la MONUSCO, s'il faut libérer le Congo. Parce que le peuple, c'est le seul rempart qui nous reste aujourd'hui par rapport à tout ce qui nous arrive. Tout ce qu'on a dit, j'ai entendu parler énormément de gens. Il faut bien qu'on se dise la vérité. Les institutions internationales, oui, merci. On parle de la communauté internationale, oui, merci. Mais il n'a pas le même rôle ailleurs qu'au Congo. Au Congo, la communauté internationale, elle est venue accompagner un but. Le but, c'est que Kabila reste là, puisque c'est leurs intérêts. Tant qu'on ne dira pas cette vérité, le Congolais, on sera là à rester là comme ça. Parce que de toutes les informations que nous avons de la communauté internationale, ben Kabila, c'est le président qu'il faut. Là, par exemple, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Très peu de gens dans la communauté internationale, si vous êtes à Kinshasa, entre les ambassadeurs. Parce que bon, si vous n'y allez pas, nous on y est. Ils vont vous dire, ben écoutez, c'est des choses qui arrivent en Afrique. J'ai suivi récemment ce qui s'est passé en Ukraine. Un député européen qui dit, ben écoutez, si aujourd'hui il y a un problème avec le gaz de schiste, avec la Russie, parce qu'on dépasse, je ne sais pas, il donnait le chiffre de plus de 500 milliards qu'il en investit chaque année pour acheter les gaz à l'Ukraine ou à l'Union soviétique, à la Russie. Mais avec cet argent, si on installe de l'énergie éolienne au Sahara, on pourra négliger ou paralyser la Russie à faire ce qu'il est en train de faire. Donc il parle, c'est-à-dire comme si le Maghreb ou le Sahara, c'est un terrain conquis. Donc vous prenez 500 milliards, vous allez vous installer là-bas, et on commence à vous produire de l'énergie, simplement parce que vous voulez faire mal à quelqu'un, ou peut-être simplement parce que vous avez des problèmes avec quelqu'un. L'Afrique, c'est un pays, si vous voulez installer de l'énergie éolienne, vous y allez, vous négociez avec le peuple, vous y allez, vous négociez avec les gouvernements qui sont là-bas, et vous leur dites, ils donnent leurs conditions. Mais ils parlent à la télévision comme si le Sahara faisait partie de l'Europe. Donc on va prendre l'argent, on investit là-bas, et on commence à avoir de l'énergie. Et c'est comme ça. Et tout ça, nous, dans le droit de l'homme, on le vit. Ce que j'aimerais dire ici, au secrétaire général d'AFIDH, parce que c'est une grande famille des ONG des droits de l'homme à travers le monde, je crois plus de 160. Il faudrait dire que l'Amnesty International, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Women Rights Watch, Droit et démocratie, toutes ces grandes familles de défense des droits de l'homme, toutes les informations qu'ils donnent ici, viennent des activistes et défenseurs des droits de l'homme locaux, qui souffrent au quotidien, qui ont des problèmes dans leur pays. Et moi, je peux vous le dire parce que moi-même, j'en ai vécu. Une fois qu'on a du souci, parce qu'on a envoyé des informations assez délicates, qui ont été publiées à Paris par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui est même dans un programme avec l'Organisation mondiale contre la torture, d'intervenir à chaque fois qu'il y a un défenseur des droits de l'homme qui est en difficulté. L'Amnesty International, vous publiez de rapports, vous faites de rapports assez dangereux dans votre pays, vous exposez votre vie. D'abord, on le fait pour nous-mêmes, on ne le fait pas pour eux. On le fait pour les changements dans nos pays respectifs. Mais quand il y a un souci à cet activiste des droits de l'homme, je peux vous dire le calvaire qu'il va commencer à vivre pour être soutenu par les institutions internationales auxquelles il a envoyé des informations et qui ont publié le rapport. C'est pour ça que je m'aurais demandé au secrétaire général qui est là, puisqu'il est à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, de ne pas oublier qu'avant d'être là où il a été activiste local, comme beaucoup d'autres, il a beaucoup de collègues au pays, et qui ne les oublie pas. Parce que souvent, quand ils ont des difficultés, ils tournent les yeux vers vous. Et à la fin, ils sont dans des conditions très difficiles, vous le savez, je ne vais pas vous raconter, monsieur le secrétaire général. J'ai dit et je vous remercie.
Merci. Freddy, je te passe le micro. Oui, je vais parler avec l'autre, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, monsieur le maire Kandé. On va donner la parole pour équilibrer un peu à madame Fatimata, parce que sinon il n'y aura que des hommes. C'est que nous sommes majoritaires dans la salle. Nous sommes majoritaires dans la salle, mais on va essayer d'équilibrer un peu. Et elle, en tant que femme, je crois qu'elle sera très sensible, comme en tant qu'activiste des droits de l'homme, des droits humains, sera très sensible aux problèmes de viol des femmes, mais aussi par rapport aux problèmes que connaissent les journalistes, les assassinats et les menaces, etc., etc. Madame Fatimata, vous avez la parole. Voilà, un mot. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'excuse, je n'avais pas bien préparé parce que c'était le représentant de l'association mauritanienne des droits de l'homme, section Europe, qui devait s'exprimer. Il se trouve que je suis de passage, donc je suis la présidente de l'association mauritanienne des droits de l'homme, ancienne vice-présidente de la Fédération internationale des luttes des droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest. Je suis avocate de profession. Ce que mes prédécesseurs, ceux qui m'ont précédé sur ce podium, ont déjà dit, je pense, m'a laissé réfléchir sur beaucoup de choses. Particulièrement quand on parle des droits de la presse, la liberté de la presse,